Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 11e édition des petits déjeuners de Syntec Numérique. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir chez Lindata, donc qui va être l'organisation qui va nous accompagner pour ce nouveau thème de l'IA et de la gestion du risque en finance. Donc je me présente Valentin Hubert, je suis délégué innovation et technologie de Syntec Numérique. Information pas neutre, nous enregistrons cette session puisque comme ça vous pourrez la retrouver avec les précédentes sur notre chaîne YouTube, sur la playlist dédiée, donc des petits déjeuners de Syntec Numérique. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Timothée Raymond et puis ensuite à Bertrand Cocagne, donc qui sont nos deux directeurs de l'innovation et de la technologie, l'un niveau groupe, l'autre au niveau de la BU Finance, si je ne dis pas de bêtises, donc ils vont vous présenter comment est-ce que l'IA en fait peut vous aider à gérer le risque dans la finance. Timothée, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci beaucoup Valentin, bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de vous accueillir plus ou moins pour ce petit déjeuner chez nous aujourd'hui. Et donc l'idée c'est qu'on parle ensemble un petit peu de ce que l'intelligence artificielle peut apporter à l'industrie financière et plus spécifiquement à la gestion des risques. Alors au risque de vous décevoir, j'ai envie de commencer par dire que l'IA honnêtement c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. L'IA, c'est un concept dont on parle depuis même la fin du XVIIIe siècle. Vous connaissez peut-être cette histoire du Turc mécanique, là, cette espèce de marionnette qui était censée pouvoir jouer aux échecs à la place d'un humain à l'époque, l'ancêtre en fait des Deep Blue ou des AlphaGo que vous avez peut-être connu, qui en fait était un canular. Mais tout ça pour dire que l'idée de reproduire l'intelligence humaine à travers un système plus ou moins automatisé est une idée qui est vieille comme le monde, et la technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui est une technologie qui existe depuis 10, 20 ans maintenant sur le marché. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle plus spécifiquement aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça devient une réalité? Simplement parce que, en fait, c'est une conjonction de facteurs. Ces facteurs, c'est d'abord la quantité de données qui s'offre à nous. Je vous ai mis un petit graphe ici, l'intérêt n'est pas spécialement de le regarder, mais ça illustre simplement la vitesse à laquelle les données envahissent la planète. Aujourd'hui, absolument chacune des actions qu'on fait, que ce soit ou à travers des systèmes informatiques, est loguée. Donc chacune de ces informations, c'est une ligne de données. Et chacun des paramètres finalement avec lesquels on va vous regarder en tant que personne dans un système informatique aujourd'hui se multiplie à la vitesse grand. Et donc on a une quantité de données qui est plus utilisable ou en tout cas exploitable par le cerveau humain. On a aussi un contexte de globalisation énorme qui fait qu'en fait dans la finance, aujourd'hui, vous ne parlez plus qu'à des banques françaises, vous parlez à la totalité des banques du monde. Hein, vous pouvez aller parler à HSBC, à Barclays, autant qu'au CIC ou au Crédit Lyonnais. Vous avez en plus une retailisation de l'industrie financière, qui est aussi un facteur extrêmement important dans le développement de ces technologies. Il y a 10 ou 15 ans, les produits financiers complexes étaient réservés à, on va dire, une élite d'investisseurs, voire uniquement à des institutionnels. Aujourd'hui, on va vendre du private equity à ma petite sœur, on va vendre des produits structurés à des gens de 20 ans. Enfin, finalement, l'ensemble des techniques financières s'ouvrent à la totalité de la population mondiale. Et enfin, le dernier des contextes, c'est la digitalisation. C'est un mot tarte à la crème, hein, je suis conscient, mais c'est l'émergence de systèmes qui sont plus très chers, qui sont capables de stocker de la donnée, qui sont capables d'exploiter de la donnée, qui sont capables de restituer de la donnée aux différents intervenants de la chaîne. Donc, cette conjonction de données fait qu'un certain nombre de nouveaux usages, de nouvelles idées, de nouveaux besoins ont commencé à émerger dans l'industrie financière. C'est ce que vous voyez sur la droite de la slide. Je ne vais pas vous les faire tous, je vous rassure, mais aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'intelligence artificielle, par exemple, au service des agents conversationnels, des chatbots. Hein, aujourd'hui, on se dit de plus en plus, et c'est la pression sur les marges de l'industrie financière qui crée notamment ce besoin-là, mais on se dit que parler à un conseiller pour commander un chéquier, il faut d'ailleurs même commander un chéquier, ce sont des choses d'un autre temps. Passer des heures et des heures en comité risque pour un emprunt immobilier de 200 000 € avec un taux de 0,8%, c'est plus rentable pour une banque. Donc en fait, l'émergence de ces paramètres finalement technologiques et de ces nouveaux besoins font que l'IA est aujourd'hui réellement un enjeu majeur du secteur financier. Alors, si on interroge un petit peu les secteurs de la finance aujourd'hui, ils vont très vite vous dire, c'est Gartner qui a fait l'effort d'aller leur poser la question, ils vont vous dire qu'aujourd'hui, l'IA, ils le voient plutôt au service de l'amélioration de l'expérience client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros,
pour rendre plus efficace, mais aussi plus sexy pour le client l'interaction, on va investir beaucoup dans des systèmes client-facing. C'est l'exemple du chatbot que je vous prenais tout à l'heure. Ça va avec la deuxième des raisons qui est l'optimisation des coûts. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux raisons. Il y a une bonne et une mauvaise raison. On va dire que la bonne raison, c'est que de fait, le volume de travail généré dans les banques est généré par la taille de la clientèle. Donc, c'est une bonne chose que d'investir dans le fait de rendre plus efficace cette interaction-là. La raison, alors qui n'est pas forcément mauvaise, mais en tout cas qui est moins évidemment avouable, c'est une raison marketing. Aujourd'hui, si vous dites que vous lancez un service que vous pouvez tester, qui consiste à automatiser les conversations avec votre banquier, ça va être visible sur le marché. Si vous expliquez au marché que vous avez une IA qui vous crée les meilleurs produits structurés du monde, bon, on ne va pas se sentir tous extrêmement concernés, extrêmement vite. Ça, ce sont les premières raisons qu'on évoque. Et la troisième, et celle dont on va parler aujourd'hui, c'est l'amélioration de la dernière gestion des risques. Et il faut bien voir que c'est un point qui a progressé énormément sur ces dernières années, parce que en fait, c'est un point clé dans la survie des banques. On l'a vu, ça fait que 15-20 ans qu'on est aussi conscient, en tout cas que le grand public est aussi conscient du risque qui pèse sur le système financier. Et à ce titre-là, on peut parler un petit peu plus ouvertement de la gestion des risques dans ce domaine. Et donc, si vous regardez une autre vue de ces mêmes besoins, on voit que le risk assessment, qui est le plus bas, mais qui va aussi avec le credit assessment, qui est une partie de l'institution financière, prévoit d'investir massivement et se disent qu'il est impossible que le périmètre ne soit pas dramatiquement chamboulé par la technologie. Pourquoi? Parce que, pour toutes les raisons que je vous donnais tout à l'heure, mais aussi parce que l'industrie financière en elle-même génère de l'instabilité, génère du risque de plus en plus. Je vous ai pris deux exemples évidents, l'exemple de la bombe à retardement du cash pas cher qui existe aujourd'hui, puisque vous savez que les marchés financiers sont absolument inondés par du cash facile. Vous l'avez peut-être vu dans votre... C'est quand même plus facile d'emprunter aujourd'hui que ça ne l'était il y a 15 ans. Et vous avez l'exemple des nouvelles classes d'actifs. Et forcément, j'ai pris l'exemple de celle qui est la plus, on va dire, publique et volatile, que sont les bitcoins, qui génèrent mécaniquement de l'instabilité. Donc, il va falloir la traiter. Il va falloir traiter le risque induit par l'ensemble de ces nouveaux paramètres sur le marché. Et donc, si on regarde le périmètre de risque auquel une institution financière fait face, on va voir qu'ils sont multiples. Alors, ceux qu'on va connaître, nous, en tant que consommateurs de l'industrie de la finance, sont plutôt ceux qui sont en haut, les risques de marché. Le marché est volatile, on se demande s'il ne va pas y avoir une crise, on se demande pourquoi le CAC est aussi haut, on se pose la question de ce que la reconnaissance du Bitcoin comme monnaie officielle dans certains pays va créer sur le marché. Donc ça, ce sont des risques qui sont visibles, les risques de marché, des risques qui peuvent nous affecter directement, nous en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Ensuite, vous avez un certain nombre de risques que je vais qualifier de risques un peu plus internes pour les institutions financières, que sont les risques de contrepartie. Vous savez qu'aujourd'hui, la finance, c'est un exercice de réseau. Vous n'êtes plus autonome dans votre banque à gérer la totalité des aspects des flux financiers avec vos clients. Vous avez énormément de partenaires dans la boucle. Vous vous appuyez beaucoup sur du crédit. Donc, vous avez finalement le risque qui vient des autres acteurs avec lesquels vous travaillez. Vous avez les risques de liquidité. Qui viennent de, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la façon dont on aborde la liquidité aujourd'hui. Et vous avez une autre classe de risques dont on parle un petit peu moins souvent, que sont les risques opérationnels. Et ce sont des choses aussi bêtes que les risques de saisie. Aujourd'hui, vous êtes sur le trading desk d'une grande banque, vous allez appeler, vous allez demander à l'aide. Il y a des moments dans la chaîne où les ordres sont passés plus ou moins à la main. Et donc, vous n'êtes pas à l'abri qu'un trader mette un zéro de trop sur l'ordre ou se trompe d'actifs ou de choses comme ça. Et donc, vous avez finalement des risques qui sont absolument omniprésents dans la vie d'une institution financière, et c'est pour ça qu'il est hyper important de les regarder. Alors, on pourrait dire que ce sont des risques qui sont marginaux, mais moi, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de potentiel avant d'entrer dans le détail, parce que je vous ai pris un exemple ici, qui est l'exemple des transactions en carte de crédit aux États-Unis en 2019. En carte de crédit, vous avez approximativement 50 milliards de transactions qui ont été faites en 2019 aux États-Unis. Et je parle que des cartes de crédit. Si vous rajoutez le débit, vous pouvez multiplier ce chiffre par 3. Et si vous regardez le taux de défaut, donc le taux de transactions qui n'auraient pas dû avoir lieu pour cause de fraude, vol de carte de crédit ou simplement carte de crédit non approvisionnée, des choses comme ça, vous voyez que vous avez près de 4%
de taux de défaut sur ces transactions-là, ce qui représente seulement pour les États-Unis, seulement pour les cartes de crédit, 2 milliards de dollars de risques potentiels pour les institutions financières. Et aujourd'hui, parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que ce vertical spécifique de l'industrie investit lourdement dans l'intelligence artificielle, la plupart des algorithmes mis en place sont capables de réduire de plus de 20% ce taux de défaut-là. C'est-à-dire sont capables de contrôler près de 20% du risque associé à ce défaut-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'industrie, encore une fois, juste pour les États-Unis, juste pour les cartes de crédit, gagne 400 millions d'euros par an en investissant lourdement dans cette technologie. Donc le potentiel, il est colossal si vous le ramenez à l'échelle du monde, si vous le ramenez à l'échelle de l'ensemble des risques qu'on a vu sur la slide précédente. Donc on n'est pas en train de parler d'un sujet anecdotique, on n'est pas en train de parler d'un investissement dans quelque chose de hype, on est en train de véritablement parler de quelque chose qui a un potentiel colossal pour l'industrie financière aujourd'hui. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que l'IA, elle ne rend pas simplement plus efficace l'analyse du risque pour les institutions financières. L'IA, ce n'est pas une simple révolution technologique, c'est un changement de paradigme complet. Parce qu'hier, en fait, lorsque vous évaluiez les risques, vous n'aviez qu'une seule manière de le faire. Cette manière, c'était d'appliquer un framework de contrôle de risque, que je résume un peu en simplifiant, mais néanmoins, c'est à peu près ça. C'est une checklist, c'est-à-dire vous rentrez dans les cases ou vous ne rentrez pas dans les cases. Vous avez assez de revenus pour avoir votre crédit ou vous n'avez pas assez de revenus pour avoir votre crédit. Vous voyez, ce sont des choses relativement binaires finalement, à une analyse qui est complètement dynamique et qui peut se faire, qui plus est, à peu près en temps réel grâce à l'ensemble des flux de données qu'on a vus tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire qu'on est capable de prendre en compte des choses qui étaient absolument impossibles à prendre en compte de manière objective hier. Ces différents critères, c'est quoi? D'abord, on est capable de prendre en compte beaucoup de critères. Hier, on était obligé de collecter la donnée, on était obligé de récolter votre avis d'imposition pour savoir ce que vous gagnez. Aujourd'hui, on est capable d'aller regarder votre Facebook pour savoir si vous voyagez beaucoup, d'aspirer directement les transactions qu'il y a sur votre compte en banque pour savoir si vous dépensez de manière raisonnable, on va dire, votre argent. Bref, on est capable d'agréger des flux qui sont extrêmement nombreux. Ensuite, on est capable d'exploiter, grâce notamment aux techniques de NLP, Natural Language Processing, des données non structurées. C'est-à-dire qu'hier, chercher, peut-être que les comités risques des banques le faisaient, mais je doute qu'elles le faisaient pour tout le monde, chercher votre nom sur Google permet de savoir si vous êtes politiquement exposé, si vous avez eu des problèmes par le passé qui justifieraient de ne pas vous octroyer un crédit, par exemple, des choses comme ça. On est capable d'exploiter des données qui hier ne rentraient pas dans les cases. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de cases. Ensuite, on est capable de capter des signaux faibles et on est capable de les capter très tôt. Ce que l'être humain a du mal à faire. Nous, on a besoin que le CAC fasse moins 20% pour se dire qu'il est en train de se passer quelque chose sur les marchés. Alors qu'un modèle intelligent est capable de reconnaître la période de calme, les débuts des soubresauts, etc. et se dire que potentiellement, il peut se passer quelque chose. Et donc, ça nous permet finalement de nous éloigner des critères que j'appelle les critères simplifiants. Encore une fois, dire que comme quelqu'un habite à la Courneuve, il n'est pas digne de recevoir un crédit de la part de votre institution. Je suis désolé, mais ça n'est qu'un critère simplifiant. Pourtant, ce sont les critères qui ont très longtemps été utilisés par les institutions financières pour détecter des fraudes. Aux États-Unis, le contrôle de la fraude à la carte bancaire se fait encore sur la base de la probabilité associée au code postal de la carte bancaire que vous utilisez. Ils sont pour le coup un peu moins en avance que l'Europe dans ces domaines-là. Et enfin, ça permet d'objectiver les décisions parce que ces frameworks, c'était des êtres humains qui les opéraient. Et vous l'avez bien vu, je suis désolé, je reste sur l'exemple du crédit immobilier, mais vous savez qu'il faut marketer votre dossier auprès de votre conseiller, parce que lui-même va le marketer auprès du comité risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez passer, si vous marketez bien une situation qui objectivement n'est pas si bonne que ça. Et donc, ça crée finalement des biais dans la manière dont on contrôle le risque dans les institutions financières qui, eux-mêmes, créent un risque significatif. Donc, c'est ça qui est apporté par l'intelligence artificielle et c'est en ça que c'est une véritable révolution aujourd'hui. Si on regarde, par exemple, le modèle du risque d'attrition client, vous êtes une banque de détail ou une banque privée, et donc vous avez beaucoup de clients, et honnêtement, c'est difficile en temps réel de vous dire celui-là, il va rester, donc moi, je peux compter sur le revenu qu'il va me générer pendant 10 ans, et celui-là, il va partir. Hier, on était capable de regarder quoi? On regardait la performance des produits qu'on lui proposait. En effet, si vous proposez des investissements qui sont pourris, il est probable qu'ils ne restent pas chez vous. On avait la perception, si vous criez dessus au téléphone, bon, il était probable qu'il n'était pas content et qu'il allait peut-être partir.
on avait les sondages, on avait ce genre de méthode-là, mais honnêtement, ce n'était pas très fiable et ça nécessitait beaucoup de travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire? On va être capable d'exploiter la communication client, mais d'une manière très fine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier le ton de sa communication, y compris dans ses mails, dans les conversations téléphoniques, on va pouvoir regarder la fréquence, on va pouvoir aussi la comparer à sa fréquence habituelle. C'est pas parce que moi, j'aime pas parler à mon banquier. C'est pas parce que je l'appelle pas tous les jours que je suis pas content, parce que mon style, c'est de pas l'appeler beaucoup. Par contre, si je suis du genre à l'appeler toutes les semaines et qu'un jour j'arrête de l'appeler, ben là, il y a un problème. Et ça, c'est dur de le percevoir sans un système qui le fait à votre place. On va pouvoir utiliser la performance comparée. Encore une fois, en 2008, si votre banquier ne vous faisait pas faire des énormes bénéfices, c'était peut-être pas une bonne raison de changer de banque puisque les autres n'étaient pas bien meilleurs. Donc, vous allez pouvoir comparer la performance de votre client à celle des autres, mais aussi à celle qu'il attend. Parce que vous allez percevoir quelle est finalement son espérance dans les marchés financiers. Vous allez aussi pouvoir scruter sur Internet, par exemple, l'activité de la concurrence, donc savoir si les occasions de changer vont se multiplier pour votre client. Et vous allez aussi pouvoir tester en live l'adéquation de l'offre et la personnalisation de l'offre que vous faites à votre client par des choses aussi bêtes que vous lui envoyez un email sur un produit financier, vous vous rendez compte qu'il ne l'ouvre même pas. Bon, ben c'est peut-être parce que s'il arrête de regarder ce que vous lui envoyez, si vous ne rectifiez pas le tir, il va finir par partir. Bref, ce que je voudrais vous illustrer là, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une prise en compte holistique de l'environnement de risque, d'un risque donné pour une institution financière. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant et on a à peine commencé à l'exploiter avec les différentes institutions financières. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, il y a encore, en tout cas dans l'état actuel de la technologie, des limites sérieuses à l'intelligence artificielle. D'abord, je vous disais tout à l'heure que le comité risque qui trouvait que vous avez une bonne tête, il pouvait être plus sympathique avec vous, quelque part, les modèles qu'on va créer peuvent aussi être nourris d'un biais. C'est-à-dire que je vais entraîner mon modèle, notamment si je fais de l'apprentissage supervisé, je vais entraîner mon modèle à considérer comme bon des dossiers sur la base de critères que j'ai moi-même humainement introduits dans le système. Alors, lui va être plus fin que moi, mais ce biais va quand même toujours exister. Ensuite, il y a la préoccupation de l'éthique. Hein. Est-ce que c'est éthique d'aller regarder mon compte Facebook pour savoir si je dépense bien mon argent, et qui êtes-vous pour dire si je dépense bien mon argent ou pas? Enfin, il y a un certain nombre de questions qui se posent, et là je parle que de honnêtement sujets assez peu touchy, hein. Si vous rentrez dans des considérations sociales, raciales ou plus, ça devient vraiment des questions extrêmement complexes à traiter. Et ensuite, l'IA peut elle-même générer des phénomènes de risque sur le marché qui eux-mêmes vont être à contrôler et vont constituer un risque pour l'institution financière. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, je pense que vous en doutiez pas, puisque vous êtes venu ce matin, l'IA en est à ses débuts d'application à la maîtrise du risque dans l'industrie financière. Et donc, on va essayer, Bertrand va essayer de vous illustrer ça à travers des cas clients concrets, des choses qu'on a pu mettre en place au service de nos clients, sur lesquels on a des résultats chiffrés qui, j'espère, achèveront de vous convaincre, excusez-moi, sur le sujet. Merci en tout cas de votre présence. Donc, on va descendre effectivement un petit peu d'un cran par rapport à ces grandes orientations que vient de vous décrire Timothée, pour aller dans des cas d'application concrète avec les différents biais et problèmes qu'on peut rencontrer, parce que l'IA, c'est énormément de potentiel. Le principe autour de l'IA est bien d'en exploiter tout le potentiel et d'identifier les réels axes où on va pouvoir progresser et déployer cette IA. C'est bon. Donc, déployer cette IA au sein des différentes institutions. Donc, l'exemple que je vais vous détailler est le cas d'usage qui va suivre. Donc, ça concerne un de nos clients qui fait partie d'une des 5 plus grandes banques du Canada. Donc, voilà, c'est un établissement qui est déployé à environ 1100 succursales au travers du pays et qui utilise notre solution data Analytics depuis maintenant un peu plus de 2 ans pour gérer ces risques opérationnels. Donc, quelle était leur problématique? Ils ont un certain nombre d'erreurs opérationnelles qui se déclenchaient au niveau de leur chaîne de trading. C'est des gens qui font de l'asset management. Et donc, un certain nombre d'erreurs apparaissaient quotidiennement, mensuellement, qui venaient dégrader leur qualité de service, provoquer des pertes opérationnelles. Alors, ces erreurs, elles venaient d'erreurs humaines d'opérateurs de la banque, elles venaient d'erreurs dans les flux informatiques transmis par leurs partenaires, elles venaient de pas de chance parfois, voilà. Et c'était un réel problème.
Et pour la direction de la vente, il y avait une vraie question qui se posait. Pourquoi, alors que depuis des années, il y avait des investissements massifs pour réduire ces pertes, pour ajouter des services d'audit, mettre en place de la compliance, pourquoi, malgré tous ces efforts, à un moment, ils atteignaient un plateau, le niveau des pertes se maintenait, on n'arrivait pas à les réduire plus, et pourtant, le personnel était formé, on avait des équipes de contrôle qui passaient, on avait rajouté des systèmes informatiques de contrôle, et on avait un plateau, et donc un certain sentiment d'impuissance, et à un moment, on n'a plus d'idée. Voilà. Donc l'idée a été de dire, mais, utilisons l'IA, et voyons voir si, en déployant des algorithmes d'IA, on va réussir à avoir une analyse d'une vue différente que l'être humain n'arrive plus à avoir pour trouver des axes d'optimisation de ces processus et réussir à continuer à optimiser la qualité du service. L'approche, on fait l'IA, mais la première chose à faire, ils ont appelé ça une golden copy, mais c'est dire qu'on va partager les données. Quand on fait l'IA, la première chose, c'est d'avoir des sources de données fiables. Ils avaient rajouté des services, différents services d'audit, différentes couches de contrôle. On a mis tout ça ensemble et on a constitué une énorme base de données. On a fait un data lake pour pouvoir exploiter ces données. L'étape suivante, ça a été effectivement d'aligner tous les processus des différents intervenants, les équipes d'audit, les équipes opérationnelles, pour être plus efficace dans l'utilisation et la production de ces données, et qu'on puisse se concentrer sur leur vrai métier, c'est-à-dire l'activité quotidienne. Là, vous vous demandez pourquoi. Donc, pourquoi on a trouvé Charlie, parce que normalement, vous avez tous identifié ce type d'image. Mais c'est pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec une IA face à un lac de données et une problématique aussi compliquée. Donc là, l'être humain, vous avez reconnu un trouvé Charlie, vous êtes donc normalement tous en train d'essayer de zoomer sur l'écran pour savoir où est caché le fameux Charlie et que ferait n'importe quel être humain. Et bien, un algorithme d'IA, face à ce grand bazar, il va essayer de trouver qu'est-ce qui n'est pas cohérent. Et donc, on voit tous bien que c'est une bataille, vous avez reconnu le cheval de Troie, donc c'est la bataille du cheval de Troie. Qu'est-ce qui pourrait être incohérent? Eh bien, l'IA, elle va être capable de venir chercher les anomalies, identifier ce que nous, êtres humains, on ne voit pas spontanément. Donc là, pour l'instant, vous avez tous vu juste un grand champ de bataille et vous demandez où est caché Charlie. Et pourtant, si vous regardez bien sur la droite de l'écran, vous avez un pont. Et vous avez des gens habillés en blanc. Là, vous vous dites finalement, maintenant que je vous dis, regardez, mais ils sont bizarres ces personnes. Tout le monde est en train de se battre. Et eux, ils sont en train de faire trempette et de prendre du bon temps sur un pont. Et même chose, si vous allez plutôt en haut à gauche de l'écran sur un des toits, vous allez repérer également des endroits où vous n'avez pas des gens en armes, mais des gens qui sont en train de faire terrasse sur le toit et de prendre un peu de bon temps maintenant qu'on est déconfiné. Donc c'est ça que l'IA va vous apporter, une analyse complètement différente d'une situation où un être humain, on serait focalisé soit sur une vision d'ensemble, une bataille, soit sur un point de détail. Je sais que sur tel type d'action de trading, il y a un problème. Donc ça, c'est donc Chloé Charlie. Eh bien non, l'IA, elle va vous permettre de vous dire, mais regardez, si on regarde un petit peu plus dans le détail, il y a d'autres choses qui peuvent vous frapper et que nous, pauvres êtres humains, on n'a pas réussi à détecter. Donc c'est vraiment toute l'idée de ce qu'on va aller déployer quand on va faire la gestion du risque avec nos clients. C'est dire que ces algorithmes d'IA, ils vont vous donner des signaux qui sont des signaux faibles, ils vont les identifier et on va pouvoir se focaliser dessus. Alors, on va revenir à des choses un petit peu plus concrètes, parce qu'une fois qu'on a énoncé ces grands principes, qu'est-ce qu'on peut faire comme mise en œuvre? Alors, pour ça, je vais vous faire un petit parallèle avec quelque chose qui nous parle à tous, normalement, qui est la voiture autonome. La voiture autonome, c'est quelque chose qu'on comprend, on a plus ou moins confiance, d'ailleurs, les uns et les autres. Et je vous ai remis les 5 niveaux qui ont été définis sur la voiture autonome, de l'aide à la conduite de base, le régulateur de vitesse que normalement on utilise tous à peu près aujourd'hui, à le régulateur de vitesse adaptatif, le positionnement dans la voie qu'on commence à voir sur beaucoup de véhicules récents, jusqu'au niveau 5, qui est le moment où, en toute confiance, vous montez dans votre voiture, vous n'êtes même pas devant le volant, il n'y a plus de volant dans la voiture vous conduit comme un train au bon endroit, et vous, pendant ce temps-là, vous traitez vos emails. Voilà, donc ça, c'est les 5 niveaux qui existent. Si on fait un parallèle avec le monde de la finance,
on va avoir un petit peu le même type de problématique. C'est déjà de se dire à quel point on est mature. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait confiance spontanément dans une voiture 100% autonome pour l'amener. Donc aujourd'hui, on est dans des locaux à Neuilly, donc pour aller traverser Paris, remonter les grandes avenues, traverser la place de l'École et m'amener quelque part dans le 12e arrondissement. On aurait tout un petit peu d'angoisse. Et bien évidemment, les banques qui déploient l'IA vont avoir le même type d'inquiétude, c'est à quel point on est mature et comment on peut s'assurer que le système est fiable. Ça va être comme pour la voiture autonome, on va y aller étape par étape. Le premier point et la première étape, c'est de faire de ce qu'on a appelé de l'aide à la décision et de l'analyse, c'est-à-dire qu'au-delà d'utiliser les outils classiques de business intelligence, on va venir enrichir avec des indicateurs, des KPI qui vont être calculés par une IA et qui vont amener une vue différente et complémentaire. Une fois qu'on a pu exploiter ces données pendant un certain temps avec un être humain qui continue à les analyser, on va pouvoir passer à des premières étapes d'automatisation. Donc ça va être commencer à, maintenant qu'on a fait une analyse humaine objective, on va faire un développement, on va dire classique. On a découvert un nouveau KPI intéressant. On va rajouter et coder de manière très classique des contrôles issus de cette nouvelle connaissance que l'IA nous a apportée. Là, on est encore dans du très manuel et on utilise peut-être 10% du potentiel de l'intelligence artificielle. Et on va progressivement passer vers des alertes automatiques et commencer à laisser la main à cette IA pour qu'elle prenne des décisions immédiates, opérationnelles, qui vont être, dans un premier temps, être validées par un opérateur. C'est comme le conducteur qui doit tenir son volant, même sur sa voiture autonome, qui va triper si jamais on lâche le volant. Donc, on va commencer à automatiser des déclenchements avec validation humaine et progressivement, on va passer à des décisions qui sont non supervisées par l'être humain. Là, je ne parle pas d'entraînement d'IA, je parle vraiment de l'IA qui automatiquement va valider ses propres décisions, les mettre en œuvre, et là, on commence à exploiter 80-90% du potentiel. Jusqu'au niveau 5 où, là je suis désolé pour vous et pour moi, on n'a plus besoin d'être humain pour faire le travail, donc il faudra qu'on se réinvente en termes d'activité. Donc, une fois qu'on a établi ces bases, on est finalement sur un process relativement simple. On va commencer par constituer des sources de données, donc c'était mon fameux data lake qu'on a constitué, et on va appliquer différents algorithmes de datation. On a beaucoup, et Timothée vous l'a dit, l'IA, je ne vais pas remonter aussi loin que lui sur mes références, mais les algorithmes d'IA, les systèmes experts, c'est des choses, beaucoup ont été construits à partir des années 70, qui ont été enrichis. Moi, j'ai eu la chance d'en faire pendant mes études. Les jeunes d'aujourd'hui, ils apprennent les mêmes algorithmes. Ils ont juste beaucoup plus de données et beaucoup plus de puissance de calcul que ce qu'on pouvait avoir au millénaire précédent. Voilà. Donc, on va appeler différents algorithmes d'IA et on va regarder ce que ça donne. Parce que quand vous commencez ces phases de déploiement, savoir si il faut mieux faire de l'apprentissage supervisé, non supervisé, du réseau de neurones, de ce qu'on appelle de la random forest, vous avez toute une collection d'algorithmes et de savoir-faire en IA, et ben, on commence par les tester. On va en tester un certain nombre pour être capable d'avoir une vue et de commencer nos analyses. Après, il y a une étape très très importante qui est, alors je vous ai mis une petite explosion parce que c'est une de celles qui comporte des risques, parce que jusque-là, c'était facile, c'était du travail, mais c'était facile. C'est comprendre les résultats. C'est réussir à tirer un rationnel de ce que l'IA va nous présenter. C'est toujours pareil. On est des êtres humains, on a besoin de comprendre. Les décisionnaires qui vont valider le déploiement de système, ils ont besoin d'être rassurés sur la fiabilité, sur le fait que les systèmes ne fassent pas n'importe quoi. Ayez confiance, ça marche bien. Donc, moi, les data scientists de mon équipe, c'est toujours ce qu'ils me disent, mais t'inquiète pas, ça marche, oui, mais quand on est face à un client, il faut être capable de lui expliquer ses résultats. Et donc, il y a vraiment cette phase d'analyse de compréhension qui est vraiment le cœur du réacteur. Une fois qu'on a compris analyser ces résultats, on va avoir deux étapes.
La première étape, c'est automatiser la détection d'erreurs, anticiper leurs apparitions, donc c'est déclencher les alertes, faire des tableaux de bord. Ce sont des étapes où l'adoption est relativement simple, parce que finalement, il n'y a pas de décision. Et après, on va arriver à adapter les process. Là où vous allez voir un responsable d'un service d'audit, de compliance, et lui dire, l'IA, elle a dit que ton process n'était pas bon. La personne, elle a 20 ou 30 ans d'expérience, ça fait 15 ans qu'elle optimise son process, et vous venez lui dire, ben voilà, il y a une machine qui sait mieux que toi. C'est une étape assez compliquée, et c'est vraiment un point très important pour déployer opérationnellement ce type de solution. Il faut rassurer l'être humain. Convaincre les gens que cette IA, elle ne fait pas n'importe quoi. De la même façon que si j'essaye de faire monter Valentin dans une voiture autonome à la suite de cette réunion et lui dire vas-y, ferme les yeux et je te promets, je te ramène de l'autre côté de Paris et ça va bien se passer, on va peut-être avoir un petit peu d'appréhension. Voilà. Donc ça, c'est vraiment toutes ces étapes qu'il faut mettre en place. Alors, maintenant, en pratique, et avant qu'on passe après sur quelques exemples de réalisation qu'on a pu faire, les résultats en pratique pour cette institution, qu'est-ce que c'est? C'est de s'apercevoir que finalement, les pertes opérationnelles qui existaient, ce n'étaient pas des choses évidentes. Ce n'était pas certains opérateurs qui n'étaient pas assez formés. Ce n'était pas certains types d'ordres qui posaient problème. C'était une combinaison de facteurs. Donc, ça se présentait sur certaines classes d'actifs, seulement sur certains types de transactions et dans certaines tranches horaires. Donc ça, c'est vraiment, on a pu cibler et on a constaté grâce à cette analyse et tous les tableaux de bord et tous les travaux de data science qu'on a fait, on a pu constater que c'était une combinaison de 3, 4, 5, 6 facteurs qui permettaient de cibler ces problèmes. Mais une fois qu'on a fait ça, on a commencé par l'exploiter, on va dire, de manière un peu rationnelle. On a revu les processus. On a supprimé des étapes de contrôle qui finalement ne servaient à rien, parce qu'on s'apercevait que l'IA nous disait, mais votre étape de contrôle que vous avez mis en place et que vous êtes si fier, en fait, vous avez un taux d'erreur de 9% avant cette étape et il est de 9% après cette étape. Donc, on a réassigné les ressources, on a adapté ces process. Donc, tout ça, bien évidemment, hein, mais ça a réduit les coûts opérationnels. Les membres de l'équipe qui faisaient plus des contrôles à faible valeur ajoutée, on les a déplacés. Mais surtout, et c'est ça le point le plus important, et c'est le dernier point de ce slide, hein, alors, le point le plus important, c'est évidemment la limitation des pertes. On va tous être d'accord, mais pour les équipes, c'est qu'en fait, on a créé un cercle vertueux. Parce que là, maintenant qu'on a 2 ans de recul, qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit qu'au début, on a identifié un certain nombre de problématiques qui étaient autour de certaines classes d'actifs. Et on s'est focalisé sur ces premières connaissances que les analyses via l'IA nous ont appris. Mais vu qu'on fait du machine learning et qu'on continue à entraîner les systèmes, et au fur et à mesure qu'on a réglé les problèmes, le système il a été chercher les anomalies suivantes. Et donc, 6 mois après, on a pu passer à d'autres problèmes, parce que des problèmes sous-jacents qu'on ne voyait pas apparaître parce qu'ils n'étaient pas assez significatifs, on les a vus apparaître et ils ont été détectés. Et donc, progressivement, on a vraiment mis en place ce processus où le machine learning, notre automatisation, elle nous permet de régler les problèmes qu'on a trouvés. Et tous les 6 mois, au fur et à mesure qu'on entraîne les modèles, on progresse et on s'intéresse aux problèmes suivants qui apparaissent, qui étaient jusque-là moins significatifs. Donc, on va passer maintenant à quelques exemples de réalisation en termes d'outils qu'on a déployés avec le client dont je viens de vous parler et avec d'autres. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on ne va pas rentrer dans le détail, j'ai toujours un petit disclaimer. L'IA, c'est quelque chose de très compliqué. Quand j'ai demandé à mes équipes de data scientists de préparer quelques slides pour cette présentation, pour être très clair, ils m'ont envoyé des beaux slides avec de belles intégrales, des belles formules mathématiques, des équations. Ouais, j'aurais dit, écoutez, ça va être un petit peu compliqué à présenter quand même, parce que c'est pas tout à fait le public. Donc, il faut revenir à des choses très pratiques. Voilà. Donc, en fait, en IA, ce qu'on a le droit, ce qu'on fait réellement, d'équations, d'entraînement, de la data science,
des choses qui demandent des gens formés, pointus dans leur domaine. Mais en fait, ce qu'on en fait pour l'utilisateur, c'est un truc simple. C'est vraiment le but du jeu, c'est on fait des choses compliquées en tâche de fond, et à notre utilisateur, on lui remet des choses aussi simples que possible. Hein, de la même façon que Valentin, quand il va monter dans ma voiture autonome tout à l'heure, il va juste appuyer, il va juste valider sur son smartphone la destination où il veut aller, appuyer sur un bouton pour se mettre en route, penser à mettre sa carte bleue quand même, parce qu'il faut bien facturer, et on y va. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir des résultats simples. Alors, ces résultats simples, alors ici vous pourriez me dire, c'est simplement du BI. Ah oui, pour certaines des données qui sont présentées, c'est simplement du BI classique, on a pris les données, on les a mis en œuvre. Donc ça, c'était le tableau de bord qu'on a déployé auprès de la direction générale, mais qui permet de détecter, avec un certain nombre des indicateurs qui sont calculés, des schématiques qui ont permis de faire ces premières analyses, mieux comprendre son activité et aller dans le détail de son. Et donc, on va arriver sur la version zoomée et tout ce qui va concerner les prédictions d'erreurs. Donc, si vous regardez sur le haut du screenshot, vous voyez que dans leur cas, on a finalement retenu 2 modèles qui sont assez pertinents. Hein. Donc, on a ces 2 modèles, ils vous disent tous les deux qu'on a à peu près, on devrait avoir à peu près 18% d'erreurs dans la plage de temps utilisée. Et pour le moment, en constaté réel, on est à 11%. Alors, ici, c'est également important de savoir comment on veut traiter les éléments avec. Parce qu'on va avoir beaucoup d'éléments d'ajustement. Quand vous faites de la détection d'erreurs, et je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, hein, vous fabriquez des avions. Vous allez faire de la détection d'erreurs sur les pièces. Et bien, vous allez préférer ramasser plus de pièces défectueuses qu'il n'y en a réellement, parce que si vous laissez un avion partir avec une pièce défectueuse et qui tombe, c'est tout de suite un gros problème. Voilà. Donc, le choix ici qu'on a fait avec notre client, c'est de dire on préfère contrôler un peu trop d'actions, aller un peu trop dans le détail, mais ne pas rater une erreur potentielle parce que les risques de perte étaient extrêmement importants. Si on était dans des modèles un peu différents où on a énormément d'ordres avec peu de risques, on aurait pu avoir des approches inverses où au contraire on se focalisait sur réduire au maximum le nombre de transactions contrôlées pour optimiser les délais. Et donc, vous avez en bas, vous l'encadrez, le score de probabilité. Pour chacun des trades qui passent dans les tranches horaires où on est, une probabilité d'erreur. Et ça, c'est ce qu'utilisent après les opérateurs pour, au lieu d'aller piocher au hasard ce qu'ils faisaient avant et de se dire pendant chaque tranche horaire, je dois aller contrôler 10% des normes. Non, maintenant, on leur dit, mais c'est ceux-là que tu dois aller regarder parce que c'est ceux-là qui sont porteurs de risque. Voilà. Et accessoirement, ils savent aussi, et c'est ce que vous avez sur le petit graphe, hein, on s'aperçoit que le niveau d'erreur, alors en orange, vous avez le réel et en bleu, vous avez ce qui est prédit par nos systèmes. On s'aperçoit que c'est quand même très variable en fonction des tranches horaires. Et que notamment, le début d'après-midi et la fin d'après-midi sont réellement de gros facteurs de risque. Donc, même chose, un peu moins d'équipe le matin, ça permet à tout le monde de se lever plus tôt et de faire la grasse mat. Par contre, le soir, début d'après-midi, on évite de faire un repas trop riche pour être réveillé. Alors, vu que ce sont des ordres américains, ça va, ils mangent léger le midi. Mais vraiment, on se focalise sur des tranches horaires à ce niveau-là. Alors, ici, on a changé de monde, on n'est plus dans l'asset management, on est passé dans le monde des crédits et financements. Donc, même chose, on est sur un tableau de bord très simple qui permet à un responsable d'avoir une analyse globale et vous avez tout ce qui est calculé par l'IA, notamment en bas à gauche de l'écran, avec des niveaux de risque qui vont être calculés en fonction de l'âge du portefeuille et qui permettent d'anticiper des pertes, de voir comment votre portefeuille il se comporte, il va se comporter dans le futur. Maintenant, on va aller sur des choses encore plus dans le détail. Alors ici, on n'est plus sur une supervision avec des tableaux de bord, on est
sur un conseiller opérationnel qu'on va déployer directement dans les outils. C'est-à-dire, vous êtes gestionnaire, vous êtes un responsable d'agence bancaire, on va venir vous apporter de l'information complémentaire au travers de ce système et de nos sites. Donc l'objectif, c'était vraiment rajouter un ensemble d'indicateurs sur une fiche client. Vous avez un client, vous regardez ses revenus, est-ce qu'il est marié, combien d'enfants il a, on fait les calculs classiques de reste à vivre, choses très classiques. Mais finalement, le système, il est capable de vous apporter plus d'informations. Il est capable de vous dire, est-ce que ce client, il est renouvelant? Donc, ce qu'on appelle un renouvelant, ici, c'est un client qui, s'il prend un crédit chez vous une première fois, quand ce crédit arrivera à son terme, est-ce qu'il va en prendre un deuxième et le renouveler? Typiquement, dans le domaine de l'automobile, hein, vous avez une voiture, vous la payez, au bout de 3 ans, quand la voiture est payée, vous la vendez et vous en rachetez une autre, ou que ce soit en location ou en crédit. On va travailler sur les impayés. Est-ce que ce client présente un risque d'impayé plus élevé que la moyenne ou pas? Et quelque chose d'un petit peu plus mystérieux, mais qui va. Est-ce qu'il y a une anomalie dans le dossier? Alors, des anomalies, je peux vous en donner un exemple classique. Vous avez un jeune qui a 18-20 ans et il déclare gagner à peu près 10 fois le salaire moyen du pays où vous êtes. Ça, vous pouvez vous dire, c'est possible, hein, on connaît des jeunes qui gagnent très bien leur vie, mais on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose à regarder à ce niveau-là. Ce qui est important par rapport à ça, c'est il faut toujours dans ces systèmes venir apporter, alors Timothée c'est éthique, mais de la connaissance humaine. Quand on a fait tourner ces systèmes la première fois, la plus grosse catégorie de personnes qui a été identifiée en anomalie, on a essayé de comprendre pourquoi le système a été en anomalie. Mais c'était donc la population française, hein, on était sur des femmes avec 3 enfants, enfin 3 enfants ou plus, et qui gagnaient plus de 35 000 € annuels. Le système a trouvé que c'était une anomalie. Oui, l'IA, à un moment, elle va détecter que les biais de notre société, elle va les trouver. Donc ça, effectivement, il faut faire un petit peu de nettoyage à ce niveau-là. Mais ce qui est surtout très important, et vous l'avez si vous regardez la partie droite de l'écran, c'est, et je vous le disais en introduction, être capable de rationaliser l'information qu'on apporte. Donc, quand on est sur le premier slot, où là, mon client, il a 57% de chance d'être un renouvelant, donc c'est quelqu'un avec qui je vais essayer d'établir et d'améliorer la relation, peut-être faire des actions marketing, mais surtout, on vient expliquer à l'utilisateur pourquoi il est renouvelant. Quels sont les vrais critères qu'il faut. Donc, dans mon cas, c'est sa profession. Alors, c'était une entreprise, donc la forme légale de l'entreprise qui joue, et le fait qu'il ait fait pas mal de renégociations. Voilà, ça c'est quelque chose que notre client n'avait absolument pas anticipé, mais le nombre de renégociations faites sur le contrat de crédit par le client est un très bon indicateur du fait qu'il va renouveler. Alors, même chose, le niveau de risque donc, sur les impayés, donc c'est quelqu'un qui est juste sous la moyenne en termes de niveau de risque. Qu'est-ce qui a dégradé ce niveau de risque? C'est qu'il l'a rendu plus fiable, hein, en l'occurrence. Mais encore une fois, c'est la forme légale du client, qui est le critère principal. C'est le fait que le montant qu'on lui a prêté, hein, qui était manifestement raisonnable, et surtout le fait qu'il n'a financé qu'une partie de son bien. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement, qui achetait un bien qui valait je sais pas, 100 000 € et il en finançait 30 000. Enfin, ça, vous allez me dire, oui, un professionnel, il le sait. Oui, il y a, de temps en temps, il vous dit des choses que vous savez quand vous êtes un expert de votre métier depuis 20 ans. Heureusement, on a tous de la valeur et un savoir-faire. Et même chose, hein, donc dans la détection d'anomalies, on va retrouver un certain nombre d'informations. Et donc ça, c'est quelque chose de très important et sur lequel nous, on travaille beaucoup avec nos clients, c'est objectiver l'information que vous apporte l'IA, parce que c'est comme ça que vous donnez de la confiance dans cette information et que vous allez pouvoir progresser. Voilà, Merci beaucoup, Bertrand. Merci pour ces 2 exposés passionnants, Timothée et Bertrand. Maintenant, la parole est à vous, donc, qui êtes de l'autre côté de l'écran. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de bien vouloir lever la main en utilisant la petite icône en haut à droite et puis ouvrir vos micros et
poser vos questions. En attendant que vous prépariez peut-être vos questions, moi j'en avais une. Quelle est l'étape d'après en fait sur comment dire, le dispositif que vous nous avez montré, les cas d'application donc de l'IA à la banque? Enfin, à la banque dans le monde de la finance de manière générale. Alors, l'étape suivante, c'est d'aller vers c'est surtout être capable de continuer à actualiser les systèmes. On est maintenant dans les entreprises les plus matures à des niveaux d'automatisation avec l'IA assez avancés. Par contre, ce qu'on a du mal à dire, c'est à quel point les modèles d'IA qu'on a aujourd'hui sont stables dans le temps. Et c'est vraiment ça l'étape d'après sur laquelle les gens travaillent. On n'a finalement pas tant de recul que ça. On a quelques années, hein, mais quelques années à l'échelle d'une entreprise, c'est pas toujours quelque chose de très important. Donc vraiment, l'étape suivante sur laquelle tout le monde travaille, c'est comment fiabiliser dans la durée ce qu'on a déployé. Et après, c'est également réduire le nombre de données pour être pertinent. Hein, tout le monde imagine, et Timothée évoquait récupérer les données Facebook, aller chercher une masse d'informations. Donc on a toujours dans le monde des GAFA cette image de la tonne de données. Dans le monde de la finance, avec la protection des données personnelles de plus en plus structurant, eh ben, on est obligé de réduire, d'être toujours aussi pertinent, parce qu'on ne va pas dégrader la qualité, mais surtout d'être capable de travailler avec moins de données. Donc faire mieux avec moins. C'est ça. Je ferai deux axes à ça. Le premier, c'est qu'en fait, l'IA va créer le prochain problème de l'IA, parce que, en fait, vous l'avez vu avec la présentation de Bertrand, les modèles nous permettent de prévoir les risques. Donc finalement, les occurrences d'erreurs vont en partie plus arriver. Donc, les risques qu'on a identifiés hier seront plus les risques de demain, puisque l'IA va nous permettre de les gommer. Et donc, on va devoir aller chercher des risques plus petits et on va devoir détecter des nouveaux patterns de risque. Donc, c'est ce que disait Bertrand sur la nécessité de faire vivre dans le temps ces modèles-là. Et je pense que le deuxième axe ensuite, et ça, nous, on le fait déjà, c'est de déployer ces modèles sur des cas de risques différents. Donc, on vous en a présenté 2 ou 3 aujourd'hui, mais vous avez risque de liquidité dans les fonds qu'on adresse aussi, par exemple. Vous avez le risque d'attrition client dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, comme chaque cas est un nouveau défi, parce que le modèle va être spécifique au cas, l'entraînement va être spécifique au cas et les contraintes vont être spécifiques au cas. Par exemple, sur un risque de liquidité, les données personnelles nécessaires pour le modèle sont un peu moins importantes que sur l'analyse de, par exemple, du potentiel de renouvellement sur un crédit. Et donc vous allez devoir à chaque fois, vous êtes face à un nouveau challenge. Et donc nous, notre approche, c'est d'étendre en fait cette approche de maîtrise des risques à différents cas d'usage qui existent pour nos clients. Et aujourd'hui, on en a fait 10, il y en a encore 350 à aller explorer. Donc on n'est qu'au début de l'histoire. Donc encore de quoi de s'occuper. C'est ça. Merci beaucoup pour ces réponses très claires. C'était tellement parfaitement clair qu'on n'a pas de questions. Donc, il me reste juste à vous remercier énormément pour ces exposés très clairs. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est toujours intéressant de voir en fait quels sont les cas d'application de l'IA, puisqu'on essaye de mixer pendant nos petits déjeuners à la fois des domaines d'application et puis aussi comment est-ce qu'on peut matcher ou faire en sorte que plusieurs briques technologiques du numérique se complètent et puis se nourrissent. Prochaine étape d'ailleurs, le 12e numéro de ces petits déjeuners de l'IA qui aura lieu tout début juillet, où là on verra comment est-ce que l'IA et la blockchain peuvent travailler ensemble. Donc je pense qu'en finance aussi, d'ailleurs, c'est peut-être des choses que vous regardez, je ne sais pas, vous pourrez nous le dire. Bien sûr, vous pouvez retrouver à la fois tout le programme complet de ces petits déjeuners sur notre site syntec-numérique.fr, rubrique événements. Vous pourrez également retrouver ce replay et d'autres disponibles donc, sur notre chaîne YouTube. Une playlist dédiée sur les petits déjeuners de l'IA. Voilà, moi j'ai simplement encore une fois à vous remercier. Je reste en contact ainsi que la présidente du comité innovation technologique, Katia Lenné, donc comité qui porte ces petits déjeuners et les travaux de manière générale en IA à votre disposition. Je voulais vraiment remercier Lindata de nous avoir accueillis ce matin dans Superbe Lab. Franchement, je vous invite à venir les voir parce que c'est un très bel endroit. Merci à Aurélia pour l'organisation et puis un petit coucou à Cindy qui nous a accompagnés sur les réseaux sociaux durant cette matinée. Merci beaucoup à tous et puis je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mois prochain. Merci. Merci à tous. Merci Valentin.